560. Après 1560 jours d'une guerre extrêmement meurtrière, et pour la première fois mondiale, le 11 novembre 1918, à 11 heures précises, les cloches ont sonné partout en France pour annoncer que les combats ont cessé. Un armistice vient d'être signé entre l'Allemagne et les Alliés vainqueurs. Ces images ont été prises à Paris, sur la place de la Concorde. Comme tous les lundis, il y avait école ce matin. À l'annonce de la grande nouvelle, les enfants comme ceux que l'on voit là ont été libérés. Même chose pour les employés, ouvriers, fonctionnaires. L'armistice a été signé à l'aube, mais en France comme en Angleterre, la nouvelle n'a été annoncée qu'à 11 heures du matin. Et ici, à Londres, la foule s'est précipitée à Buckingham Palace pour acclamer le roi George V. On l'aperçoit au balcon. De l'autre côté de l'Atlantique, avec le décalage horaire, l'événement a commencé à être fêté beaucoup plus tôt le matin. Ces images ont été prises à Washington, sur la grande avenue Pennsylvania qui va du Capitole à la Maison-Blanche. À Paris, à Londres, à Washington comme à New York, de nombreuses caméras étaient dans la rue pour immortaliser un moment aussi important dans l'histoire du monde. Mais cette liesse qu'elle nous montre, était-elle générale, spontanée ou mise en scène? Les reporters étaient-ils libres d'aller où ils voulaient et de montrer ce qu'ils voulaient? Pour qui travaillaient-ils? Et la censure de guerre, était-elle déjà levée? L'instant de la signature de l'armistice n'a pas été filmé. Mais voilà les premières images du train dans lequel cela s'est passé. C'est le train du maréchal Foch, le chef des armées alliées. Cette vue est tournée depuis la passerelle qui surplombe la gare de Compiègne. Le caméraman va faire d'autres images depuis le sol en s'installant par là, le long de la voie pour filmer de près. En fait, le train roule maintenant en marche arrière et le reporter en profite pour faire des images de la voiture salon dans laquelle l'armistice a été signé. La voiture numéro 2419D. C'est dans cette voiture, qui est maintenant à l'arrêt, qu'entre le 8 novembre et la nuit du 10 au 11, les termes de l'armistice ont été négociés avec les Allemands, puis signés. Le lieu où cela s'est passé et qui a été tenu secret est à quelques kilomètres de là, dans une forêt. Paris est là. La ville de Compiègne plus au nord. Et voilà où se trouvait la ligne de front à la fin du mois d'août. En à peine plus de 2 mois, les Alliés ont repoussé les forces allemandes. Et dans tout cet espace, ils ont saisi quantité de matériel ennemi. Le 7 novembre, les Allemands ont demandé un cessez-le-feu. Dans l'après-midi, le maréchal Foch a quitté son quartier général de Senlis. Il est passé par Compiègne, et le soir même, son train est venu discrètement stationner à Rotonde, dans une clairière de forêt. Parti en voiture de Spa, en Belgique, où se trouve son quartier général, la délégation allemande a traversé la ligne de front. À Tergnier, un train l'attend et la transporte à la clairière de Rotonde. Arrivée le 8 au matin, elle va rester là jusqu'au 11 novembre. À la presse, on a fait croire que c'est dans ce château du Framport, tout près de Compiègne, que la délégation allemande est logée. Mais c'est un leurre. Pendant ce temps-là, dans le train à Rotonde, le travail a avancé en toute discrétion, jusqu'à la signature de l'armistice à 5h10 du matin exactement. Et à 11h, ici, à Paris, où il fait un temps brumeux, les cloches des églises ont commencé à sonner comme partout en France, et de nombreux coups de canon sont tirés. L'ambiance sonore est assourdissante. En 1918, l'image filmée est muette. Il faudra attendre encore une dizaine d'années pour que les reporters enregistrent aussi le son.
Mais ce jour-là, sur la place de la Concorde, on chante, on crie, on joue de la musique. Nous sommes maintenant 1 kilomètre plus loin, tout près de la place de l'Opéra. Un instant. À l'horloge, il est un peu plus de 12h30. Cela fait donc moins de 2 heures que l'armistice a été annoncé. Et il y a déjà foule dans ce quartier connu pour ses bars, restaurants, théâtres et salles de concert. Avec ce cadrage plongeant et rapproché, on peut remarquer que la circulation automobile et à cheval, tourne à la grande pagaille. Bonne idée de filmer depuis le balcon d'un immeuble. Le caméraman peut voir tout ce qui se passe et personne ne le dérange. Ces images sont prises tout près de là, à moins de 100 mètres de l'Opéra, par un autre reporter. Lui aussi filme depuis un balcon la foule qui se presse sur le boulevard des Capucines. Revenons sur la place de la Concorde. On voit apparaître un mannequin de l'empereur allemand Guillaume II qui représente l'ennemi vaincu. Avec cette prise de vue rapprochée, on remarque un petit écriteau suspendu autour du cou. Impossible de lire le texte sans arrêter l'image. Il y a 2 jours, le 9 novembre, l'empereur a abdiqué et pris la fuite. Il est aujourd'hui réfugié aux Pays-Bas. Depuis la grande offensive alliée à la fin du mois d'août, quantité de canons allemands comme celui-ci, mais aussi des avions, ont été capturés et amenés jusqu'à Paris pour être exposés. Il y en a tout autour de la place de la Concorde et sur les Champs-Élysées. Ces images ont été tournées quelques semaines plus tôt, à la fin du mois d'octobre, en bas des Champs-Élysées, là où la célèbre avenue est bordée de jardins sur quelques centaines de mètres. La présence de ces canons allemands le long du trottoir attire les promeneurs. Les 8 hectares de la place de la Concorde, la plus grande place de Paris, servent aussi de lieu d'exposition. Tous ces canons allemands sont donc des prises de guerre saisies au cours des derniers mois. Sur la gauche, c'est une statue couverte de drapeaux et de décorations. La voilà à nu. Cette statue représente Strasbourg. La ville est annexée par l'Allemagne depuis près de 50 ans, depuis la défaite française en 1871. Devant, des enfants courent d'un canon à l'autre, et certains n'hésitent pas à monter dessus. Des ordres ont été donnés pour les laisser faire. Ces 2 policiers ne sont pas du tout préoccupés par ce que font les enfants. Autre statue, elle aussi très décorée. Elle représente la ville de Lille, occupée par les forces allemandes depuis 4 ans, depuis le mois d'octobre 1914. Non loin de là, d'autres canons et des avions sont exposés dans la cour d'honneur de l'Hôtel national des Invalides. Mais pourquoi montrer tous ces trophées de guerre? Cela aide à rassurer la population. Et surtout, la France, comme ses alliés, a un immense besoin d'argent pour financer cette guerre qui dure. En septembre, elle a lancé un emprunt national, le 4e depuis 1915. À quelques centaines de mètres sur le quai de la Seine, tout près de la Concorde, ceux qui souscrivent à l'emprunt sont invités à visiter un sous-marin allemand. Revenons encore une fois à ces images prises sur la place de la Concorde le 11 novembre. Aujourd'hui, il n'y a pas que des enfants qui jouent avec les trophées. Ce soir,
beaucoup de canons comme celui-ci auront été déplacés. Les soldats qui le tirent sont américains. Contrairement aux habitudes françaises ou britanniques, dans leurs armées on ne consomme pas d'alcool pendant le service. C'est interdit. D'où le succès des bars parisiens, et aujourd'hui, il y aura beaucoup d'ivresse. En arrière-plan, on aperçoit plusieurs drapeaux des pays alliés. En quelques heures, il en sort de partout. Des commerçants font de bonnes affaires. Le plus souvent, ce sont des drapeaux français, britanniques et américains. Mais il y en a d'autres. Là, par exemple, c'est le pavillon de la marine impériale du Japon, pays entré en guerre auprès des Alliés dès 1914. D'autres drapeaux sont plus difficiles à reconnaître. Sur le képi de ce soldat, très souriant, est épinglé le drapeau français, et à gauche, celui de Cuba. Il est vrai que des équipes médicales cubaines ont été envoyées sur le front. Revoyons ces dernières images. Difficile de savoir ce que chante cette jeune femme. En revanche, on peut lire sur les lèvres de l'homme à gauche. Amazing, great, c'est-à-dire incroyable, formidable. Et après, that's lovely. C'est charmant. May I? Je peux? Nous sommes sur l'avenue des Champs-Élysées. Parfois, dans la foule, on aperçoit des mutilés de guerre. Cet homme, par exemple, il a perdu un bras. Sur les 3 millions de blessés français, un tiers restera invalide. Regardons maintenant le soldat qui est en chaise roulante. En passant ces images beaucoup plus lentement, on remarque que de façon très fugitive, la caméra capte autre chose que de la démonstration de joie. Toujours sur les Champs-Élysées, le caméraman a la bonne idée de filmer une situation qui intéresse beaucoup les Parisiens. Revoyons ça très lentement. Ce lampiste descend, puis remonte chercher la lampe bleue qu'il vient de remplacer. Pendant toute la guerre, l'éclairage de ville était bleui pour parer aux bombardements aériens. Et comme on le voit à droite, les vitrines étaient renforcées avec de l'adhésif à cause des fréquentes canonnades. Toutes ces images de Paris le 11 novembre 1918 ont été filmées dans un mouchoir de poche, 2 des plus riches quartiers de la capitale. Hors de Paris, et surtout à proximité des zones de combat, les caméras sont moins présentes. Voilà des images d'une petite mise en scène réalisée près du front par le service cinéma des armées américaines. Sur ce gros plan de montre, l'heure a été réglée peu avant 11 heures. De haut en bas, les soldats sont tous bien tournés vers la caméra, c'est-à-dire vers les futurs spectateurs de ces images. Devant, 3 officiers américains jouent le rôle de ceux qui surveillent l'heure. Ils ne savent pas très bien quoi faire avant qu'on ne leur dise d'exprimer leur joie. Même situation avec d'autres soldats figurants. Ces prises de vue sont aussi destinées au public américain. Avant de passer dans les salles de cinéma, elles seront soumises à la censure militaire. Autre mise en scène, toujours à proximité du front. Au centre, des paysans français ou belges. Leur région a été occupée par les armées allemandes pendant une longue période. Contrairement aux militaires, ces civils ne semblent pas bien comprendre que tout cela est joué pour la caméra. Encore une fois. À droite, un soldat demande à un autre de vite s'écarter pour que l'on puisse bien voir les villageois. Mais là où la population a subi l'horreur de ces 4 années de guerre, la nouvelle de l'armistice n'est pas vécue de la même façon que dans la capitale. En Grande-Bretagne, voilà comment la compagnie de films d'actualité Pathé Gazette a raconté l'événement. Ce carton indique qu'une foule immense s'est rassemblée à Trafalgar Square à 3 heures de l'après-midi.
Comme en France, ce n'est qu'à 11 heures du matin que la nouvelle de l'armistice signée à 5 heures a été rendue officielle. Le temps de faire cesser partout les combats, sur terre, dans le ciel et en mer. Ces images étant muettes, les cartons comme celui-ci permettent de donner quelques informations. Ainsi, on apprend que Mme Lloyd George, qui est l'épouse du Premier ministre, a elle aussi fait savoir que la paix est signée. Son annonce a été faite lors du lancement d'un emprunt de guerre britannique, le 4e. Nouveau carton. Par milliers, ils viennent acclamer le roi à Buckingham Palace. Ce matin, le roi George V et la reine ont parcouru une quinzaine de kilomètres en calèche dans la capitale. Les voilà maintenant au balcon du palais. À droite, en blanc, c'est la reine Mary. Ayant le privilège de passer de l'autre côté des grilles, le reporter montre la foule massée derrière. Le roi rencontre M. Lord George qui nous a apporté la paix avec honneur. Nous sommes à l'entrée du 10 Downing Street, la résidence du Premier ministre. Le voilà. Et juste derrière lui, c'est Winston Churchill, le jeune ministre des Munitions. Dans quelques jours, il va fêter ses 44 ans. Ainsi se termine le reportage de Pathé Gazette, destiné au public britannique. Allons maintenant à New York. À gauche, le parc de Madison Square. Nous sommes juste au croisement de Broadway et de la 5e avenue. C'est l'après-midi et il y a foule sur plusieurs kilomètres. Ce sont les journaux qui ont donné la nouvelle, pas les autorités du pays, ni même celles de la ville. Et par chance, contrairement à Londres, il fait ici un temps magnifique. De grands lâchers de confettis sont improvisés depuis des fenêtres des immeubles. Petit retour en arrière. Là, en manchette de journal, ces deux mots, l'Allemagne capitule. En regardant avec attention, on peut remarquer que d'autres personnes montrent fièrement cette même manchette de journal. Là, par exemple, l'Allemagne capitule. Mais le problème, c'est que ce titre du Evening Mail n'est pas paru le 11 novembre, mais 4 jours plus tôt, le 7 novembre. Ce jour-là, en France, un journaliste américain a contourné la censure pour être le premier à annoncer l'armistice. Personne n'a eu le temps de rectifier son erreur. Résultat, à New York et partout aux États-Unis, on a fêté la fin d'une guerre qui continuait encore. Ces images du métro aérien de New York ont très probablement été prises le 7 novembre. 4 jours plus tard, il n'y aura plus assez de papier à jeter. Washington. Et cette fois, c'est bien le 11 novembre. Il était 3 heures du matin quand le président des États-Unis a été prévenu que l'armistice a été signé. Cette fois, la presse a attendu une totale confirmation par les autorités. Et aujourd'hui, dans la rue, il n'y a pas que des civils. Des militaires aussi sont de la fête. Revoyons ça. À l'évidence, la conduite de l'homme qui est en tête agace l'un des soldats. Il est vrai qu'il leur vole un peu la vedette. Voici le président Wilson. Il a peu dormi la nuit dernière. Jusqu'à 1 heure du matin, il échangeait encore des messages codés avec la France. 2 heures plus tard, il a été réveillé pour apprendre que c'était enfin signé. Direction le Capitole, où il doit faire une lecture détaillée des termes de l'armistice. Toujours sous bonne garde, la voiture présidentielle quitte le Capitole après son discours.
Un peu plus tard dans l'après-midi, il vient assister à une parade de la Victoire dont le parcours passe le long de la Maison-Blanche. Mais à l'évidence, il n'y a pas que des militaires qui défilent. Ce char, par exemple, quel rapport avec la Victoire? Un instant. Les deux lettres K et C pour Knights of Columbus, les Chevaliers de Colomb. C'est une organisation catholique de bienfaisance. En fait, depuis longtemps, un autre défilé avait été prévu à cette date, en l'honneur d'œuvres de guerre. Leur présence n'est plus d'actualité, mais elles ont tenu à participer à la parade. Plus tard, dans la soirée, le président Wilson et son épouse vont s'inviter à un bal. À Paris, le 11 novembre au soir, on danse aussi. Et on boit beaucoup. Ce sera noté dans les rapports de la police. Bars et restaurants sont autorisés à rester ouverts jusqu'à 23 heures. Hier encore, il y avait un couvre-feu à 21 heures. S'il y a beaucoup de fumée, c'est à cause de l'éclairage utilisé. Cette foule est à l'extérieur, sur le boulevard des Capucines. Là, en arrière-plan, on aperçoit dans la pénombre l'entrée d'un bâtiment. Le voilà de jour. C'est le théâtre du Vaudeville, à 100 mètres de l'opéra. Le caméraman était presque à la même place quand il a filmé la foule dans l'après-midi. Le dimanche suivant, le 17 novembre, à Paris, c'est de nouveau la fête. Ces images sont prises depuis les toits de l'un des plus anciens et luxueux palaces de la capitale, l'hôtel Crillon. Sa terrasse et ses fenêtres donnent sur la place de la Concorde. Comme le 11 novembre, il y a foule. Aujourd'hui, une cérémonie et un défilé sur les Champs-Élysées vont célébrer le retour de l'Alsace-Lorraine dans le giron de la France. Depuis la défaite de 1871, ce territoire était rattaché à l'Allemagne. Les plus hauts représentants de l'État français sont attendus, ici, avec quelques invités choisis. Sortant de la voiture, c'est Georges Clemenceau. Il dirige le gouvernement depuis 1 an et 1 jour. Surnommé le Tigre, les Français vont bientôt l'appeler Père la Victoire. Devant la statue qui représente la cité alsacienne de Strasbourg, un lâcher de pigeons a été préparé. Et c'est en début d'après-midi qu'a lieu le grand défilé sur l'avenue des Champs-Élysées. À l'évidence, les Alsaciennes portant la coiffe sont à l'honneur. Parmi les 100 à 120 000 personnes qui défilent, il y a aussi d'anciens combattants, comme ces deux hommes. Celui qui est le plus décoré porte quelques médailles tout à fait reconnaissables. Un instant. La plus à droite, c'est la médaille commémorative de la guerre franco-prussienne de 1870-1871. La suivante, celle de la campagne française au Mexique, de 1861 à 1867. La troisième, la médaille d'argent de la brève expédition française en Italie en 1859. Cette décoration signifie que ce monsieur est probablement né avant 1841 et qu'il a donc au moins 78 ans. L'homme à droite porte aussi la médaille commémorative de la guerre franco-prussienne. Ces images prises le dimanche 17 novembre, comme toutes celles qui ont été filmées le 11 novembre à Paris, ou près du front, à Compiègne, mais aussi à Londres, à Washington ou à New York le 7 novembre. Toutes ces images témoignent d'une joie débordante, exubérante. Les caméramans sont allés là où elle s'est exprimée de la façon la plus spectaculaire. Pendant toute la durée du conflit, sans suroblige, les images ont été contrôlées par les autorités civiles et militaires. Avec ces dernières prises de vue, les Alliés peuvent montrer que la victoire, leur victoire,
était la seule issue possible, et que le sacrifice de millions d'hommes n'a pas été vain.